Mais je pense que les intermédiaires externes sont quand même importants parce qu'il y a de plus en plus d'organisations un peu partout dans le monde qui offrent des formations de qualité en journalisme de solutions. Donc, je pense que ça doit quand même être notre premier réflexe de regarder dans notre environnement, selon le pays où on habite, notre ville, les associations de journalisme qu'il y a autour de nous, qui offrent quoi. Premier réflexe, regarder autour de nous. Il peut y avoir aussi des conférences universitaires qui, bien que parfois un peu pointues, peuvent quand même intéresser des journalistes en exercice avec autant des professionnels des médias que des professeurs de journalisme ou de communication. Par exemple, il y en a une en Allemagne là, bientôt sur le journalisme de solutions. Et donc, si on a des besoins un peu plus avancés, on a dépassé le stade de débutant, ça peut être intéressant d'aller regarder. Ce genre de conférences-là se donne surtout l'été hein, parce que les chercheurs en journalisme, c'est l'été qu'ils organisent des conférences. Ensuite, si on est vraiment une personne autodidacte, je pense qu'effectivement, on peut se former seul. Je ne le recommande pas d'emblée parce que le journalisme de solution est moins simple qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens vont avoir l'impression, c'est simple, je vais juste changer mon focus, je vais parler des solutions et puis je le vois avec mes étudiants. Après une formation initiale, je les envoie sur le terrain pour aller chercher des sujets, ils commencent à faire des entrevues avec des sources et tout ça, puis rapidement se rend compte que c'est beaucoup moins simple que ce qu'ils croyaient. Ça, il y a des livres qui sont très intéressants aussi. En français, je recommande particulièrement le journalisme de solutions de Pauline Amiel, paru aux presses universitaires de Grenoble en 2020, donc très actuel avec un focus très européen pour les personnes en Europe. Je recommande aussi un livre qui n'est pas exactement sur le journalisme de solutions, mais qui explique pourquoi ça pourrait fonctionner. C'est un livre des chercheurs Stuart Soroka et Yana Kropnikov, The Increasing Viability of Good News. Et eux, ils ont étudié un peu avec le point de vue de la psychologie pourquoi les bonnes nouvelles peuvent aussi fonctionner alors qu'on a des décennies de recherches qui montrent que les mauvaises nouvelles ou les nouvelles négatives ont plus d'impact, rejoignent plus de gens, sont davantage lus, interpellent davantage les personnes, mais en plusieurs années de recherche, ces chercheurs-là ont montré qu'il y a de la place pour les nouvelles positives dans les marchés médiatiques d'aujourd'hui. Un autre très, très récent par des personnes qui sont très actives concernant le journalisme de solutions, Karen McIntyre et Nicole Smith-Damen, Reporting Beyond the Problem en 2021. Donc, c'est un livre en anglais où ils font le tour de toutes les postures journalistiques qui, justement, ne s'intéressent pas aux problèmes. Il y a le journalisme de solutions, mais il y en a d'autres. Donc, je pense que ce sont des livres qui peuvent être bien utiles. Autre chose que je recommande toujours aux personnes qui veulent se former au journalisme de solutions, c'est d'en lire et d'en écouter, que ce soit radio, télé, à l'écrit, sur le web, multimédia. Je pense que c'est la meilleure manière de se familiariser avec cette forme de journalisme-là, cette posture, parce que c'est vraiment une posture très différente de notre posture journalistique habituelle, soit celle du ici maintenant, hein, du breaking news, de rapporter ce qui se passe ici maintenant, ou celui du journalisme d'enquête. Qu'est-ce qui allait mal hier et c'était la faute de qui? Là, on est dans d'accord, certaines choses vont mal, comment allons-nous les réparer ou qui les répare ou qui a pensé à des solutions pour les réparer? C'est une posture et d'en lire, ça nous imprègne de cette posture-là. Il y a plusieurs avenues par lesquelles le journal de solutions peut nous amener des bénéfices qui soient monétaires ou intangibles là, dans une salle de presse, mais le bien-être de nos journalistes en est un dans un contexte où dans plusieurs pays, on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, même dans des métiers qui autrefois étaient très difficiles d'accès comme journaliste. Moi, j'entends au Canada des patrons de presse dire qu'ils reçoivent trop peu de CV pour les postes disponibles et donc, et qui veulent retenir les journalistes excellents qu'ils ont dans leur salle. Et je connais des journalistes qui étaient très fatigués de faire leur travail à cause du cynisme que ça entraînait. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. On parle de certaines personnes à qui ça convient. Mais si dans votre salle de rédaction, il y a certains journalistes que ça peut aider à mieux vivre avec leur métier, à le voir de manière plus positive, à avoir des relations plus positives avec les sources aussi, un peu moins vindicatives. C'est peut-être pas un avantage monétaire immédiat. Par contre, quand on retient des employés, je pense qu'on y trouve notre compte, là, définitivement. Et notamment, peut-être les jeunes journalistes qui ont un peu moins ce besoin d'être fidèles à eux-mêmes employeurs. Je pense que oui, tous les types de médias peuvent le faire, mais non, ça ne conviendra pas à tous.
Il faut avoir cette réflexion, est-ce que c'est près de notre ADN comme média ou non? Est-ce que c'est conciliable avec ce que nous, on fait dans notre rédaction? Est-ce que c'est conciliable avec les intérêts que mes journalistes ont? Je dois en embaucher des nouveaux pour aller dans cette avenue-là. C'est parfois difficilement conciliable avec le journalisme d'enquête, par exemple, même si ça devrait l'être, ça devrait être complémentaire. On enquête sur quelque chose, on enquête sur les solutions, mais si je pense à des émissions d'affaires publiques qui font de l'enquête pure et dure et qui le font très bien, je vois un peu mal comment le journaliste de solutions s'insère dans leur manière de faire, quoi qu'on pourrait avoir de l'imagination puis trouver ces moyens-là. On peut penser à des milieux comme la critique d'art, le journalisme sportif, où peut-être il va falloir avoir un peu plus d'imagination pour insérer le journalisme de solution. Par exemple, prendre ces beats-là avec un angle social. Par exemple, comment on combat l'homophobie dans le sport ou le dopage, comment l'art-thérapie peut venir en appui à d'autres approches traditionnelles chez les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, etc. Et donc, de ne plus être simplement dans la critique ou rapporter les résultats des matchs, etc. On voit de plus en plus d'initiatives liées à l'environnement, donc ce mariage-là semble plus naturel au climat, notamment parce que, je pense, et les journalistes, et les patrons de presse, et les publics ont développé un certain cynisme face aux nouvelles environnementales qui ne sont jamais très bonnes, et avec raison, il y a effectivement une crise climatique. Donc, c'est une avenue qui est assez riche de ce point de vue-là. Donc, on a très peu de recherches là, académiques ou non sur le sujet, sont toutes de portée assez limitée, soit des sondages, des études de cas ou encore des anecdotes que les médias rapportent après avoir tenté un projet. Le plus gros projet anecdotique, là, si je peux le mettre comme ça, c'est celui qui a été fait par le Social Journalism Revenue Project en collaboration avec le Social Journalism Network. Donc, il y a 12 salles de presse aux États-Unis qui suivaient une formation, un suivi qui s'appelle le Google News Initiative. En fait, tu as des rencontres le plus souvent en ligne, périodiques, avec notamment des gens de chez Google qui te montrent comment mieux monétiser tes contenus, mieux les mettre de l'avant en ligne, avoir une plus grande portée, plus d'impressions, plus de clics, etc. Et donc, ces salles de nouvelles-là ont marié le journaliste de solutions à cette approche-là pour voir s'ils pouvaient en générer des revenus. La plupart des personnes qui ont participé à ce projet-là en 2020-2021 ont dit qu'effectivement, ils ont pu générer certains revenus. Donc, ils ont choisi le journaliste de solutions. Donc, on n'a pas de groupe contrôle, dire ceux qui en ont fait, ceux qui n'en ont pas fait, puis dire ça marche mieux que s'ils avaient fait un autre projet. Donc, c'est la principale limite. Mais quand même, tout le monde, tous les gestionnaires de presse qui avaient participé sortaient positifs quand même de cette expérience-là et pensaient poursuivre le journaliste de solutions. Ceux qui sont allés le plus loin, c'est ceux qu'on dit qui, pour générer des revenus, qui ont une offre large, c'est-à-dire on ne fait pas un reportage de solutions par mois. Là. On a une offre plus large que ça, peut-être dans toutes les beats, dans plusieurs beats de la salle de rédaction, et décloisonnée dans le sens que ce n'est pas un blog. Il va en avoir dans plusieurs sections de notre média sur plusieurs plateformes. Est-ce qu'on fait des vidéos Instagram, par exemple? J'ai vu des médias faire ça, décider de le décliner sur Instagram en plus de faire des reportages, des choses comme ça. Donc, pas simplement de publier puis de penser qu'on aura un effet comme ça. Donc, c'est ça l'idée de la monétisation, de voir comment on peut aller chercher des revenus. Puis là, il y a plusieurs manières d'aller chercher des revenus aujourd'hui quand on est un média. Évidemment, la plus évidente, la première qui nous vient en tête, c'est de stimuler les abonnements à la hausse. Et c'est là le Milwaukee Journal Sentinel au Wisconsin, dont je parlais plus tôt, qui a rapporté que les articles de journalistes de solutions performaient 50% mieux pour transformer un lecteur en abonné lorsque ces histoires-là étaient bien mises de l'avant sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, dans leurs infolettres. Les gens qui avaient cliqué étaient plus nombreux à se transformer en abonnés que ceux qui ne l'avaient pas fait ou qui n'avaient pas été exposés. Encore là, ce n'est pas une expérience académique à double contrôle, c'est ce qu'ils rapportent. Moi, souvent, ce que je conseille, puis c'est aussi ce qui va être conseillé par les experts en marketing web, c'est par exemple, si tu décides d'avoir une infolettre une fois par mois où tu mets de l'avant tes initiatives de journée de solutions, mais un code rabais particulier dans cette infolettre-là. Par exemple, devenez abonné, entrez le code solution, ayez 20% de rabais pendant 6 mois. Et là, on va savoir que les gens de cette infolette se sont abonnés et donc on a un effet. Donc, on peut mesurer comme ça. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Donc, première source de revenus, les abonnements. Stimuler la visibilité de la marque aussi, hein, ça c'est intangible, on ne voit pas l'effet tout de suite, mais si on a plus de clics, plus d'impressions, un plus long temps de lecture sur le web ou plus de partage sur les réseaux sociaux, comme c'est rapporté de manière anecdotique par des médias ou des études académiques à faible portée, là, des études de cas, c'est positif à la fin pour nos revenus, notamment publicitaires,
sur le web, bien que les revenus publicitaires sur le web ne sont pas faramineux, là, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas ce que c'était des revenus télé-radio imprimés, mais ce n'est pas rien, on en a besoin pour survivre comme média. On voit aussi, ça c'est plus documenté d'un point de vue académique, que le journalisme de solution peut stimuler, renforcer la confiance envers les médias, envers les journalistes ou envers votre marque en particulier. Donc ça, c'est toujours bon quand on sait que la confiance est en déclin, notamment ici en Amérique du Nord, ça a été assez bien démontré que la confiance envers les médias est en déclin, je pense en Europe aussi. Et une des avenues pour renforcer cette confiance-là, pas la seule, peut être le journalisme de solution. Là, c'est plus anecdotique selon mon expérience personnelle que d'avoir des projets solides en journée de solution, ça peut aider à documenter et supporter une demande de financement. Il y a de plus en plus de sources de financement pour le journalisme public ou privé, soit auprès de fondations privées où les différents gouvernements offrent des aides à la presse dans plusieurs pays. Et plusieurs de ces occasions de financement-là sont par projet. Donc, il faut présenter des projets, dire qu'on va faire quelque chose de spécial. Et le journée de solution fait partie des choses innovantes qu'on peut proposer dans ces demandes-là et qui peuvent avoir un certain succès au-delà de on ne veut pas des sous pour notre simple fonctionnement, on veut des sous pour une transition numérique, on veut faire du journal de solution sur telle plateforme, on pense que ça va rejoindre davantage les jeunes ou X ou Y public. Beaucoup de médias rapportent que le journal de solution les a aidés à stimuler les dons et la philanthropie, soit du public, on peut faire un don à notre média préféré, on voit The Guardian qui est beaucoup dans ce modèle-là d'une part très gratuit sur le web, mais stimule les dons. Et les dons privés aussi. Donc, ça peut être intéressant de ce point de vue-là de le mettre de l'avant. On l'a même vu, et c'est là où peut-être la ligne est mince dans le cadre de partenariats publicitaires, donc du contenu commandité, de la publicité ciblée dans les pages où il y a une solution, des choses comme ça. Ce n'est pas un phénomène nouveau, là, le contenu commandité dans les médias. Je ne pense pas que ça va disparaître demain. Mais bon, encore, la ligne est mince entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui va plutôt affecter la confiance du public envers vous plutôt que l'augmenter. Donc, je dis toujours d'être prudent.